Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous rendre un peu plus paranoïaque que vous ne l'êtes déjà. Car oui, l'histoire que je vais vous raconter va certainement faire remonter en vous certaines angoisses, notamment si vous êtes parent, mais on y arrive. Et tiens, un petit coucou spécial à nos amis belges et québécois qui ont été très nombreux à m'écrire sur Instagram, donc coucou à vous. N'hésitez pas, vous d'ailleurs, à retrouver dans la description le lien d'Instagram et de ma chaîne Twitch pour ceux qui aimeraient parler directement avec moi. Vous pouvez aussi liker cette vidéo et vous abonner pour ne pas manquer la suite du contenu. Et trêve de bavardage à présent, et plongeons dans notre troublant récit. Notre affaire débute en 1998, dans la ville de Hovde, en Suède, puisque c'est à cette date qu'une petite fille nommée Lisa Holm va naître. Lisa, au cours de son enfance, est plutôt de nature timide, et ce n'est pas le genre de personne à se mettre en avant et à prendre trop de place. Mais en revanche, lorsqu'on la connaît bien, c'est une excellente amie. C'est une jeune fille très chaleureuse, et elle n'a absolument aucun problème pour créer des liens avec d'autres personnes. Et à côté de cela, au niveau scolaire, tout se déroule parfaitement aussi. Ce qui signifie que Lisa traverse son enfance ainsi que son adolescence sans encombre. Elle ne fait pas de vagues, elle n'a aucun problème et tout va pour le mieux. Et la situation s'améliore même encore, puisqu'à l'été 2015, alors qu'elle est âgée de 17 ans, elle va décrocher son premier emploi d'été. Elle décroche un travail de serveuse dans un café qui se situe à Blomberg, un petit village de Suède, grâce notamment à ses parents, puisqu'en effet, le propriétaire de ce café est un ami de ceux-ci. Mais Lisa n'est pas une débutante absolue pour autant, puisqu'auparavant elle se rendait déjà ponctuellement dans ce café pour être serveuse et dépanner par moments. Mais cette fois-ci, la cadence allait être différente, puisqu'il s'agit d'un emploi à temps plein et les horaires vont être assez variables. C'est donc le 7 juin 2015 que l'adolescente prend sa position au sein de ce petit restaurant et finalement elle s'épanouit. Lisa est très appréciée non seulement du propriétaire et de ses collègues, mais aussi des clients qui se rendent dans cet établissement, et cela rassure ses parents. À tel point que ces derniers décident d'arrêter de l'amener sur son lieu de travail directement et lui laissent la liberté de s'y rendre par ses propres moyens, et notamment grâce à l'aide d'un scooter. Et avant de laisser leur fille faire le trajet toute seule, les parents se sont bien assurés qu'elle connaissait parfaitement le chemin, parce qu'en effet, à scooter, il y a 50 minutes de route tout de même. Les parents, très précautionneux, se sont même permis de rédiger quelques instructions à leur fille qu'elle devait garder au sein de son scooter, dans le cas où elle serait amenée à se perdre afin qu'elle puisse retrouver sa route. C'est donc le dimanche 7 juin 2015 que Lisa se rend toute seule à son lieu de travail pour la première fois, et lorsqu'elle l'a atteint, elle envoie un message à ses parents afin de leur indiquer que le voyage s'est parfaitement déroulé. L'adolescente débute son service et tout se passe pour le mieux, mais ses parents, très proches d'elle, décident tout de même ce jour-là de se rendre dans le café pour voir leur fille. Et leur présence n'est pas oppressante pour autant, il reste simplement un petit moment le temps de boire un café, de voir que leur fille est à l'aise, et puis s'en vont. Le père de Lisa, tout de même, juste avant de partir, lui indique qu'elle devrait lui envoyer un message juste avant d'enfourcher sa mobilette pour se rendre à la maison. La fin du service approche, et ce sont Lisa et deux autres filles qui sont ses collègues qui doivent se charger de la fermeture. Car en effet, au cours de l'été, le propriétaire avait pour habitude de rentrer un peu plus tôt chez lui. Mais cela ne posait absolument aucune contrainte, puisque ce dernier avait son logement vraiment juste à côté de l'établissement. Et donc, il se contentait tout simplement de téléphoner aux serveuses pour savoir si tout s'était déroulé correctement et si la fermeture n'avait connu aucun encombre. Et c'est exactement ce que le propriétaire fait ce dimanche 7 juin à 18 h, et il parle directement à Lisa, qui lui explique que la fin de journée a été plutôt calme et qu'il s'apprêtait à fermer le petit café. Les employés attendaient simplement que les deux derniers clients encore présents s'en aillent pour pouvoir commencer à nettoyer et à ranger l'établissement. À 18h20, la journée est définitivement terminée et Lisa, ainsi que ses deux autres collègues, sortent du bâtiment. Mais le véhicule que les deux collègues de Lisa ont emprunté pour se rendre sur leur lieu de travail est à l'opposé du scooter de cette dernière. Elles se disent au revoir et les amis de Lisa la voient s'éloigner jusqu'à tourner à un angle du bâtiment pour rejoindre son scooter. Et une fois qu'elles n'ont plus l'adolescente en ligne de mire, elles se rendent elles aussi à leur voiture pour partir de cet endroit. Lisa est d'ailleurs très bien équipée pour prendre la route, puisqu'elle a sur elle une veste rose, un pantalon en jeans, un casque gris ainsi que des gants. Et juste avant de démarrer son scooter, et comme convenu avec son père,
Lisa lui envoie un message pour prévenir ce dernier qu'elle est à 2 doigts de prendre la route. 4 minutes après l'envoi de ce message, à 18h26, le nom de Lisa apparaît sur le téléphone de son père. Celle-ci est en train de l'appeler et le père aussitôt répond. Mais lorsqu'il décroche, il n'entend pas la voix de sa fille. Il entend simplement des chuchotements, des marmonnements, comme s'il y avait une discussion qui se tenait à une longue distance. Le père essaye de capter l'attention de sa fille en parlant à travers le téléphone, mais il n'obtient aucune réponse de Lisa. Il se dit alors que celle-ci a très certainement rappelé son numéro par mégarde. Il tente toutefois, après avoir raccroché le téléphone, de rappeler sa fille pour s'assurer qu'elle n'a aucun problème, mais il n'y a pas de réponse. Alors pour lui, la situation est très claire, sa fille est en train de conduire et elle ne peut tout simplement pas répondre. Simplement, voici que l'heure tourne, et il est désormais 19h50, et il n'y a toujours aucune nouvelle de Lisa. Un sentiment d'inquiétude se fait de plus en plus présent chez la mère de Lisa, qui va parler au père de cette dernière et lui expliquer qu'il y a certainement quelque chose qui se déroule mal. Mais le père, après être passé au café et avoir reçu un message de sa fille, considère qu'il n'y a pas réellement de danger et il pense qu'elle était en route, elle a peut-être décidé de s'arrêter, et il raisonne alors la mère de Lisa et lui explique qu'ils vont attendre encore quelques minutes. Et l'angoisse touche désormais les deux parents, puisque Lisa n'est toujours pas rentrée alors qu'il y a encore des minutes qui se sont égrenées. Le père saisit à nouveau son téléphone et tente de joindre sa fille. Mais cette fois-ci, il n'y a plus de tonalité du tout. Le téléphone portable de Lisa est éteint. Une situation tout à fait anormale qui inquiète désormais les deux parents, et le père prend l'initiative de remonter l'itinéraire que Lisa aurait dû emprunter pour lui apporter du secours si jamais elle se retrouve coincée quelque part. Au fur et à mesure que la route défile et qu'il n'y a toujours pas de traces de Lisa, le père craint qu'elle a peut-être connu un accident. Par ailleurs, il n'y a toujours aucune nouvelle de sa fille. Et finalement, le père aura remonté l'entièreté du trajet que Lisa aurait dû emprunter sans jamais la retrouver. Et lorsqu'il se gare au niveau du café où travaille sa fille, il constate que le scooter bleu et gris de Lisa est toujours sur place. Et le père est soulagé de trouver le scooter de sa fille, puisqu'il se dit qu'elle a certainement dû faire des heures supplémentaires au dernier moment et qu'elle n'avait plus de batterie dans son téléphone pour le contacter. Et lorsqu'il sort de la voiture pour observer le scooter de Lisa, il constate que sur celui-ci se trouvent les clés. Et le soulagement que le père a ressenti dans un premier temps se transforme à nouveau en une forte angoisse. Il sait que jamais sa fille n'aurait laissé les clés du scooter sur le contact. Il l'a déjà observé à maintes reprises à la maison et à aucun moment elle n'a fait ça. Il s'inquiète mais essaye de rationaliser. Il se dit que peut-être dans la précipitation, sa fille a dû se rendre à nouveau au café et a laissé les clés sur le contact. Le père saisit alors le scooter et il décide de le rapprocher du café. Et en avançant, il découvre sur le sol un sac avec des effets personnels appartenant à Lisa, et notamment des lunettes, des habits, une brosse à cheveux. Et tous ces mouvements autour du café ont déclenché une alarme qui a aussitôt envoyé une notification au propriétaire de l'établissement à 20h39. Craignant qu'un cambriolage soit en cours, il se rend immédiatement sur place pour voir ce qu'il se déroule là-bas. Très vite, le propriétaire tombe nez à nez avec le père de Lisa, qui s'excuse d'avoir déclenché l'alarme, mais qui indique qu'il n'arrive pas à mettre la main sur sa fille. Le propriétaire partage désormais l'inquiétude du père et va l'aider dans les recherches de sa fille. Ils vont parcourir la zone et tenter de retrouver Lisa, mais ils n'y parviennent pas. Après de longues minutes et avoir cherché dans les moindres recoins de la propriété, il est désormais temps d'appeler la police. À 21h47, le coup de fil est passé et très rapidement, une patrouille se rend sur place. Le père de l'adolescente explique en détail le déroulé de la soirée aux agents et ces derniers vont contacter aussitôt une seconde patrouille qui va amener cette fois-ci des chiens. Les recherches approfondies commencent. Les policiers vont toquer à toutes les portes et tous les bâtiments autour du café. Les chiens sont envoyés aux alentours pour essayer de déceler la moindre trace. Mais malgré les efforts humains et canins, il n'y a aucune trace de Lisa. Mais selon la police suédoise, il ne s'agit pas d'un mystère pour autant. Selon eux, il ne s'agit pas d'une disparition volontaire de la jeune femme. Et ils prennent l'affaire très au sérieux car selon eux, il y a eu un acte criminel sur ce lieu. Mais retrouver Lisa ne va pas être chose aisée puisque l'endroit où elle a disparu est somme toute rural.
Le café, où travaille la jeune adolescente, est une vieille bâtisse rouge, avec de chaque côté un parking pour les clients. En face de ce bâtiment, il y a une grange qui, auparavant, servait à la production laitière, mais désormais, celle-ci est en reconstruction. À côté de la grange, encore un bâtiment, en briques jaunes cette fois-ci, et qui servait d'espace pour le personnel et de stockage pour le lait. Et enfin, non loin se trouve une usine désaffectée qui n'a plus servi à la production de quoi que ce soit depuis des années. Vous le comprenez donc, les recherches sont extrêmement complexes. Il y a tous les espaces de nature qui entourent le petit village de Blomberg, et il y a tous les bâtiments que l'on vient d'énoncer auparavant. Et ce dimanche 7 juin, l'enquête n'avancera plus. Il faut attendre le lendemain matin, le lundi, lorsque les hommes de la police pénètrent dans la grange et découvrent des objets qui appartiennent à Lisa. Et notamment un gant. Et si l'on peut penser que trouver un objet personnel appartenant à la jeune adolescente dans la grange est une bonne chose, puisque cela fait avancer l'enquête, il y a un autre élément bien plus inquiétant. Car en effet, à côté de ce gant est également retrouvé du ruban adhésif. Ce morceau de ruban adhésif est d'ailleurs envoyé immédiatement au laboratoire pour analyse. Et il s'avère que l'ADN de Lisa est retrouvé sur ce morceau. En outre, à l'extérieur de la grange, sont retrouvées les boucles d'oreilles appartenant à la jeune adolescente. Et ces trois éléments permettent à la police de demander du renfort supplémentaire. Plus de patrouilles, plus de chiens, des hélicoptères et une recherche de grande envergure est lancée. Mais la police ne rend pas tout de suite publique cette affaire. Ils espèrent, dans un premier temps, trouver par eux-mêmes de nouvelles pistes afin de ne pas éveiller les soupçons du potentiel criminel et kidnappeur. Mais cette stratégie s'avère être un échec, et 2 jours après la disparition de Lisa, les informations sont rendues publiques le mardi 9 juin. La police fait appel au public afin de récolter des nouveaux renseignements, et ces derniers vont pleuvoir. La police reçoit un très grand nombre d'appels, il y a une véritable mobilisation de la part des Suédois. Par ailleurs, les bénévoles d'une association à la recherche de personnes disparues s'engagent à 100% dans cette enquête afin de retrouver Lisa. Grâce à cette association ainsi qu'à la communication de la police, il y a énormément de monde qui vont venir se greffer aux recherches, pas moins de plusieurs centaines de personnes. Au début, à peu près 900 personnes sur la piste de Lisa, mais plus les jours passent, plus ce nombre va augmenter, pour atteindre 3000 personnes au bout de quelques jours. Et à ce jour, c'est d'ailleurs la plus grande recherche d'une personne disparue organisée dans le pays entier. Et même si dans les jours qui suivent, Lisa n'est pas retrouvée, cet afflux de personnes autour du café permet de collecter un grand nombre d'indices et notamment de nombreux objets ayant appartenu à l'adolescente de 17 ans. Seront retrouvés notamment, et non loin du café, le permis de conduire pour le scooter de Lisa ainsi que les clés de la maison. En parallèle de ces recherches, et grâce aux indices retrouvés, la police suédoise tente de dégager un profil du potentiel kidnappeur. Les polices d'autres pays vont être sollicitées justement pour créer ce profil. Et ce qui en ressort, c'est qu'il s'agit d'une personne qui connaît la région. Et selon la police suédoise, le lieu du crime serait la grange. Mais malgré ces avancées, il n'y a toujours aucune trace de Lisa Holm. Nous sommes désormais le vendredi 12 juin, et une équipe de bénévoles à la recherche de Lisa décide de fouiller un secteur qui se trouve à 3 km à peu près du café où travaillait la jeune adolescente, et cet endroit est une ferme. Alors que les bénévoles arrivent sur la zone et qu'ils s'apprêtent à fouiller la ferme, ils croisent un homme, Nerijus Belivicius. Il s'agit d'un homme lituanien qui ne parle pas un mot de suédois et qui s'exprime dans un anglais assez pauvre. Mais il arrive tout de même à se faire comprendre et il indique au groupe de bénévoles qu'il n'y a pas lieu de venir rechercher dans cette ferme puisque les militaires et la police sont déjà passés et ont effectué des fouilles approfondies. Il décrit les recherches réalisées dans ce secteur avant de s'en aller vers une voiture de couleur grise où un autre homme semble l'attendre. Pourtant, la voiture ne démarre pas et les deux hommes semblent observer le groupe à la recherche de Lisa. Les bénévoles trouvent ce comportement un peu suspect, mais Nerijus Belivicius ainsi que son frère ne semblent pas avoir le profil des suspects. Ils ont tous deux dépassé la trentaine, travaillent au sein de la ferme depuis 2012 en tant qu'artisans et semblent être de bons collègues avec les autres personnes. Nerijus, d'ailleurs, faisait partie des personnes en train de retaper la grange en face du café où travaillait Lisa. Qui plus est, l'employeur de l'homme le décrit comme l'un de ses meilleurs travailleurs
est certes comme une personne au profil timide et renfermé, mais lorsque l'on brise la coquille, il est très gentil. Et le comportement des deux personnes est bien trop suspicieux pour les bénévoles, qui décident dès lors de contacter la police et de signaler l'événement qui vient de se produire. Aussitôt, la police se rend sur place, et effectivement, ils considèrent également que ce comportement semble étrange, et ils décident de fouiller de manière intense la ferme où se trouvent les deux hommes. Et de nouveaux éléments sont trouvés, notamment le casque gris de Lisa, ainsi que son blouson rose. Ceci encourage les enquêteurs à fouiller encore plus intensément cette ferme. Et ils ne vont pas le regretter, car en effet, ils vont enfin retrouver Lisa Holm. Simplement, la jeune adolescente âgée de 17 ans est découverte décédée dans un casier de 24 cm de large et de 158 cm de hauteur, derrière une grosse pile de vêtements. Le meurtrier a contorsionné et pressé le corps afin qu'il entre dans ce petit endroit qu'est le casier. Une corde est également retrouvée autour du cou de la jeune femme et après autopsie, il s'avère qu'effectivement, celle-ci est morte d'asphyxie après avoir été étranglée. C'est ainsi que Nereus, ainsi que sa femme et son frère, sont arrêtés et suspectés du meurtre de la jeune Lisa Holm. Notez cependant que l'autopsie du corps de la jeune adolescente révélera que celle-ci n'a pas été agressée sexuellement. Et bien qu'aucune trace d'agression sexuelle ne soit retrouvée sur le cadavre, les enquêteurs n'excluent pas la possibilité de ce mobile. Et d'ailleurs, la veille de la disparition de Lisa, le samedi 6 juin, une femme a croisé Nereus. Alors que cette femme est en train de faire son sport quotidien et de courir à proximité du café, elle croise l'homme qui lui demande de s'arrêter en lui faisant un signe. Il marche vers elle et dans un anglais très approximatif, semble demander des indications. La jeune femme sort son téléphone pour essayer d'aider cette personne. Tandis que la femme présente son téléphone sur lequel se trouve une carte pour aider Nereus, ce dernier semble particulièrement stressé. Il transpire à grosses gouttes et indique à cette personne de venir le suivre auprès de sa voiture. L'homme baragouine qu'il ne comprend pas les explications et il souhaite que la femme l'accompagne dans sa voiture pour lui montrer le chemin. Et d'une part, elle n'a pas envie d'arrêter son jogging, et d'autre part, le comportement étrange de Nereus ne lui donne pas envie de le suivre. Elle finit simplement par indiquer du doigt une direction et repart aussitôt en courant en essayant de s'éloigner le plus possible de cet homme qui semblait perturbé. Et Nereus ainsi que son frère sont désormais inculpés du meurtre de Lisa Holm. La femme de Nereus, quant à elle, est également inculpée pour avoir protégé un meurtrier. Mais tous trois clament leur innocence et ils expliquent qu'ils n'avaient aucune idée de la présence du cadavre de Lisa dans ce casier avant qu'il soit découvert. Par conséquent, les enquêteurs demandent à Nereus son emploi du temps pour le soir de la disparition de Lisa. Celui-ci explique que le dimanche dans la journée, il s'était levé très tard avant de se rendre chez quelqu'un pour effectuer des travaux sur une fenêtre et de rentrer chez lui pour manger avec sa femme. Et effectivement, la police découvre que l'homme a réalisé des travaux jusqu'à 18 h et que le soir, à partir de 20 h, il est parti avec sa femme à une épicerie pour acheter à manger avant de rentrer chez lui et dîner. Simplement, il y a un trou dans l'emploi du temps de Nereus, et un trou non négligeable puisqu'il se situe entre 18 h et 20 h, créneau similaire au cours duquel Lisa a disparu. En parallèle de l'interrogatoire des trois personnes, l'équipe médico-légale qui a récupéré l'ADN de Nereus, sa femme et son frère lorsqu'ils étaient en cellule, partent le comparer avec toutes les preuves qu'ils ont accumulées jusque-là. Et cet ADN de Nereus est retrouvé absolument partout, que ce soit dans la grange, sur la corde, sur le morceau de ruban adhésif, partout. Et ceci vient confirmer l'hypothèse des agents de police selon laquelle le meurtre de Lisa Holm aurait eu lieu au sein de la grange, puisqu'à l'intérieur de celle-ci est retrouvé non seulement l'ADN de Lisa, mais aussi celui de Nereus. Désormais, il ne fait aucun doute que l'homme et la jeune adolescente se sont retrouvés dans cet endroit au même moment. Par ailleurs, l'homme travaillait en face du café où la jeune adolescente s'était rendue et il a eu tout le loisir de l'observer avant de mettre en œuvre son plan. De l'ADN de l'homme est également retrouvé sur le corps de Lisa, mais ceci ne permet pas de conclure à une agression sexuelle. En revanche, comme seul l'ADN de Nereus est retrouvé, que ce soit dans les différents lieux ou sur le corps de la victime,
Ceci vient exclure le frère et la femme de cette affaire, et ils sont libérés. D'autant plus que le frère va livrer un témoignage précieux, et il explique que Nereus s'était rendu auprès de lui et avait expliqué que si quelqu'un venait le questionner, il devait répondre qu'il était à la maison à 18 h. Et il décrit également le comportement de son frère comme étant particulièrement étrange à partir du moment où Lisa a disparu en ce dimanche 7 juin. Il avait énormément de mal à dormir, il était beaucoup plus renfermé qu'à l'accoutumée et il semblait ruminer quelque chose. Il ne semblait tout simplement plus lui-même et ce témoignage est très à charge à l'encontre de Nereus. Il a également été déterminé par la suite que sa femme n'était pas au courant de cet acte et que par conséquent, elle n'avait pas pu le protéger en connaissance de cause. Elle est donc elle aussi relaxée. Et c'est ainsi que le 17 novembre 2015, Nereus Bilevicius est condamné à une peine d'emprisonnement à vie pour le meurtre de Lisa Holm. Et ce dernier continue de clamer son innocence et il fera appel de cette condamnation, un appel qui sera finalement rejeté. Il demandera alors à être extradé pour purger sa peine au sein de son pays natal. Et au début de l'année 2017, l'homme sera extradé vers son pays, la Lituanie. Je ne connais pas votre opinion et je serais curieux de la lire en commentaire, car selon moi, Nereus était potentiellement un tueur en série naissant. Notamment après ce que l'on aura appris de cette femme qui a rencontré Nereus la veille de la disparition de Lisa et qui expliquait que le comportement de l'homme était étrange. Et si celle-ci, selon moi, n'avait pas décidé de fuir, elle aurait certainement été la première victime de Nereus en lieu et place de Lisa. Donc voilà, est-ce que selon vous, Nereus aurait pu être un tueur en série naissant? Je suis curieux de vous lire en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir regardé. Ciao.